avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi. JT des territoires dans un instant avec le réseau VIA, les télévisions locales et la presse quotidienne régionale réunies. Puis territoire d'info avec l'invité politique aujourd'hui, c'est Emmanuel Morel, député européen qui sera sur notre plateau. Notre invité aujourd'hui, enfin un territoire Sénat avec l'actualité parlementaire et politique. Je vous retrouve dans un instant pour le JT. À tout de suite. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, s'est rendu dans le Gard pour rencontrer des agriculteurs sinistrés suite aux incendies et à l'épisode de canicule de la semaine dernière. Les viticulteurs de la région ont subi de lourds dégâts et faute d'assurance, nombreux sont ceux pour qui les grandes difficultés arriveront dans les prochains mois. Ce problème de l'accessibilité de l'assurance, c'est justement un dossier que porte le ministre et qu'il souhaite régler dans les 6 mois à venir. Julie Darling pour VIA Occitanie. Niveau trésorerie, on est toujours ric-rac, donc je ne suis pas assuré. C'est la première année où je passais en reconversion bio, Pas de filet de sécurité pour Julien, viticulteur. Il a subi de plein fouet la canicule, 45 degrés sur ses vignes qui ont grillé ici à Bouillargues dans le Gard. Conséquence, il a perdu 80 à 90% de sa récolte et ne sera pas dédommagé. Sur l'ensemble de l'exploitation, assurance calamité agricole, on va être sur du 15 000 €. Voilà, donc il faut pouvoir le faire. Moi aujourd'hui, c'était pas possible. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, est allé au chevet des agriculteurs et producteurs sinistrés après l'épisode de canicule qui ont frappé la région. Le cas de Julien n'est pas isolé. Le ministre souhaite revoir le système d'accessibilité à l'assurance. J'ai lancé depuis un mois maintenant une grande réflexion sur un nouveau système assurantiel généralisé qui pourrait permettre à l'ensemble des agriculteurs de le faire. Ce sera donc le chantier de l'automne, assure le ministre de l'Agriculture. Il a d'ailleurs confirmé l'aide mise à disposition des agriculteurs sinistrés, l'exonération du foncier non bâti et le décalage des cotisations sociales. On se rend dans les Vosges maintenant avec une opération coup de poing d'une trentaine d'agriculteurs des syndicats FDSEA et jeunes agriculteurs qui ont installé une immense bâche sur la façade de la préfecture, dénonçant l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur qui pénalise l'agriculture française en autorisant, vous le savez, l'importation massive de viande du Sud-Américain aux normes très éloignées des nôtres. Jean-François Verrier était sur place pour VIA Vosges. Au sortir d'un conseil d'administration, visite nocturne d'une trentaine d'agriculteurs issus des syndicats FDSEA et JIAD devant la préfecture des Vosges. La bâche est étendue, le texte est préparé, reste à le graffer sur l'immense support. Pointé du doigt, le président et les gouvernements accusés d'avoir vendu l'agriculture française dans l'accord de libre-échange signé entre l'Union européenne et le Canada et surtout le Mercosur. Qui nous conduirait à importer, grosso modo, pour faire simple, 100 000 tonnes de viande supplémentaires venant de ces pays, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, ne respectant absolument pas les mêmes normes de production que chez nous, Donc on met en péril des filières qui sont déjà sur le fil du rasoir. Et puis non seulement on met en péril l'agriculture, mais on met en péril également aussi la santé du consommateur, puisqu'il faut savoir que 80% des molécules utilisées dans ces pays-là ne sont pas autorisées sur le sol européen. Encore une fois, l'agriculture est une monnaie d'échange sur des marchés internationaux. Dans les Vosges, c'est la filière viande qui pourrait le plus souffrir. Cette opération coup de poing ne devrait d'ailleurs pas rester sans lendemain. Il y aura de toute façon d'autres opérations. C'est un coup de klaxon, un bon coup de klaxon. Maintenant, il y aura d'autres opérations. Il faut faire monter la température puisque vous le savez que ce fameux accord du Mercosur doit être ratifié par tous les États membres. Donc il faut faire monter la pression effectivement dans tous les États membres. L'accord doit en effet être ratifié par chaque État membre, d'où la pression que veulent exercer les syndicats majoritaires d'agriculteurs, rejoint, c'est inédit, par les écologistes sur ce dossier. Affaire à suivre donc dans les Vosges comme ailleurs.
Attention, les vacances commencent à peine pour les juilletistes et avec les fortes chaleurs de ces 15 derniers jours, nombreux sont ceux qui ont déjà pris leur quartier à la plage. À Berck-sur-Mer et au Touquet, 3 noyades sont déjà à déplorer à cause de ce que l'on nomme les bâches. Ce sont des cuvettes naturelles extrêmement dangereuses. Jamais encore les plages du sud de la Côte d'Opale n'avaient connu une telle mortalité avant le début des vacances d'été. Plus de détails et de la prudence avec Caroline Fichten de Wéo dans le nord, notre partenaire. Des plages à perte de vue, un paysage de carte postale. Quand le soleil est au rendez-vous, la Côte d'Opale et la baie d'Authie, c'est l'endroit idéal pour les vacances. Mais attention, la baignade ici peut être très dangereuse. 3 personnes sont décédées en moins de 10 jours à Berck et au Touquet. Ici sur Berck, au niveau de la baie d'Authie, on a le courant de l'Authie justement. Donc c'est ce qui est dangereux en priorité, ainsi que les bâches au niveau de la marée montante. Alors les bâches, c'est une dune de sable, on va dire, qui est dans l'eau. Et le courant fait le tour de la bâche. Et justement, les gens peuvent se retrouver piégés dessus s'ils ne font pas attention. À Berck, 20 civils sont embauchés par la ville pour assurer la sécurité. Ils viennent d'être rejoints par 4 CRS. La SNSM peut elle aussi être sollicitée. Tous les ans, on intervient pour récupérer des gens qui sont en très mauvaise posture, on va dire. Alors quand on se retrouve coincé, c'est d'essayer d'aller sur une des extrémités du banc de sable, en essayant de trouver l'endroit où il y a le moins d'eau. En général, surtout au niveau des bâches sur les plages, pas comme ici en baie d'Authie, c'est des bâches qui se forment par le nord, donc il faut aller vers le sud. Si l'on est entraîné par la mer, il ne faut pas essayer de nager à contre-courant, mais se laisser porter en tentant de rejoindre la plage par le côté. Plus globalement, quand on est sur le littoral, toujours avoir en tête le numéro d'urgence en mer, le 196. Ah oui, on comprend, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, ces plages du Nord. Quel réseau autoroutier pour demain en Ile-de-France? Embouteillage, ralentissement en Ile-de-France, ils sont souvent source d'exaspération pour nous tous. Les autoroutes franciliennes accueillent plus de 10 millions de trajets quotidiens. Alors comment fluctifier le trafic? Des experts se penchent sur cette question. Urbanistes et paysagistes réfléchissent à transformer les grands axes autoroutiers. Vous allez le voir avec Sébastien Côté de Via Grand Paris, notre partenaire. Embouteillage, ralentissement. En Ile-de-France, elles sont souvent source d'exaspération. Pourtant, les autoroutes franciliennes accueillent 15 millions de trajets quotidiens. C'est presque un tiers des déplacements. Comment fluidifier le trafic? Des experts planchent déjà sur le sujet. Une consultation a été lancée en mai 2018 par le Forum métropolitain du Grand Paris. Architectes, urbanistes et paysagistes réfléchissent à transformer les grands axes routiers. Là où c'est fondamental pour nous, c'est que on dépasse le sujet de la gouvernance. La question n'était pas aujourd'hui qui va faire quoi, mais de quoi on a besoin, quel est le point de chute au final, quelle va être la route agréable demain, pour faire en sorte que la route ne soit plus un élément générateur de nuisances, mais au contraire un élément qui vienne qualifier notre cadre de vie et nous facilite la vie. Plusieurs pistes sont à l'étude. Parmi elles, la réservation de voies au transport collectif ou encore la transformation des autoroutes en voies urbaines. Des routes où se côtoieraient piétons, véhicules motorisés et vélos. Permettre aux modes actifs d'approprier cette infrastructure-là, donc le vélo, la marche, les trottinettes, enfin décupler un peu les différents modes de transport. C'est pas un grand chaos, c'est travailler sur l'architecture de l'infrastructure pour que tout le monde ait sa place. Le boulevard périphérique aussi pourrait changer de visage et surtout de fonction. On pense qu'il faut agir assez rapidement. Alors pareil, imminent, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est fermer le boulevard périphérique? Est-ce que c'est le transformer? Est-ce que c'est lui permettre plus d'usage? En tout cas, l'action, elle doit arriver parce qu'on ne peut plus accepter la pollution, les problèmes de qualité de l'air pour les habitants, les riverains à côté. On ne peut plus attendre. Des mesures qui pourraient s'appliquer dès 2024. Voilà, on sera en Meurthe-et-Moselle. C'est plus de 3000 km de sentiers balisés qu'il existe dans ce département. Et afin de mieux valoriser son patrimoine naturel et historique, le conseil départemental travaille sur une application GPS dont l'objectif est d'initier de manière ludique au plaisir de la marche. En cours de développement, une de ces versions de cette application a été testée par une classe de 6e. Vous allez le voir, recueillir leur appréciation, mais aussi les sensibiliser à ce type d'activité de loisirs. C'était le but. Et Gaël Tis pour Via Mirabel s'y est collé. Regardez.
Ce château fort avec fossé et pont-Lévis appartient au chevalier Guérin de Moncel. Ces informations sur le château de Moncel se déclenchent dès que l'on s'approche de l'édifice. Signaler des points d'intérêt tout en servant de GPS, c'est l'objectif de cette application en cours d'élaboration. Ce matin, elle est testée sur les sentiers du parc du château de Moncel par ses élèves de 6e. On n'a pas tout le temps l'honneur de pouvoir tester quelque chose en premier et là, ça me fait plaisir de faire ça et j'ai trouvé ça intéressant. Ce parcours guidé leur permet ainsi de ne pas passer à côté d'espaces naturels sensibles, tout en les invitant à observer les espèces animales qui pourraient s'y trouver. Donc on a un espace naturel sensible qui se déclenche, qui est le ruisseau du Rougeval. On a aussi une espèce d'oiseau qui est le milan noir. Donc quand on est au niveau des nids d'oiseaux, il y a un déclenchement du point d'intérêt. Le département de la Meurthe-et-Moselle, c'est plus de 3000 km de randonnée pédestre. Pour l'heure, une trentaine d'itinéraires ont été numérisés. L'objectif est d'attirer un public nouveau à la pratique de la randonnée grâce à un outil qui se veut simple et ludique. Donc c'est vrai que si on développe un côté ludique à cette application, donc avec de la géocache par exemple, on peut du coup inciter un peu plus les enfants à faire de la promenade. Alors ils pourront le faire avec leurs parents, hein, donc ça permet aussi de maintenir le lien social aussi au sein des familles, de sortir aussi de leur maison et des écrans puisqu'ils passent quand même pas mal de temps devant les écrans. Donc là on leur propose d'être devant des écrans mais dans la nature et de faire du sport et prendre du plaisir et du bien-être en étant dans la nature. Le numérique permet aussi de mettre à jour les parcours en temps réel avec des informations événementielles complémentaires. Une fonction SOS permet aussi de lancer un signal d'alerte avec géolocalisation. L'application qui offre aussi des parcours cyclistes et cavaliers devrait être mise en service d'ici 2020. Voilà, il n'y a plus qu'à marcher maintenant. Dans une seconde, eh bien, c'est le Club de la Presse avec Jean-François Beige et Jean-Louis Picot. Et avant cela, eh bien, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale. Dans un instant, à tout de suite. On démarre avec la une de Libération. Mais Champagne, on est dans le journal des territoires et c'est arrêté le massacre. Saveria ce matin, bonjour. Bonjour, chaque jour quasiment un nouveau drame. Elles sont désormais 75 à avoir été tuées par leurs conjoints depuis le début de l'année. Le gouvernement a présenté de nouvelles mesures pour lutter contre les féminicides. Un Grenelle sera organisé à Matignon en septembre. Dès la rentrée, une mobilisation nationale et une grande campagne seront lancées pour sensibiliser la société au drame du meurtre des femmes par leurs conjoints ou ex-conjoints. Et puis un titre alarmant à la une de Paris-Normandie, édition Le Havre, ce sont les pharmacies qui sont malades. Le nombre de pharmacies, c'est en fait le nombre de pharmacies qui diminue fortement. Les 22 000 pharmacies qui maillent le territoire national vivent des heures difficiles. Près de 200 pharmacies ont fermé l'année dernière. C'est une tous les 2 jours. Pour autant, eh bien, la France dispose toujours d'un réseau quasi unique au monde avec 81 pharmaciens pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, le maillage est jugé cohérent par le gouvernement, mais il faut veiller à ne pas créer de désert pharmaceutique dans les zones rurales ou des banlieues particulièrement isolées. Et puis, une interview exclusive réalisée par Denis Caro, qui dirige les rédactions du groupe Nice Matin. C'est Gérard Larcher qui est à la une du grand quotidien du Sud-Est ce matin. Le président du Sénat est à Nice aujourd'hui dans le cadre de son tour de France des territoires pour reconstruire la droite. Le président du Sénat qui devrait rencontrer Christian Estrosi, le maire de la ville. Il prône dans cette interview un nouvel acte de décentralisation. Il lance également une série de conventions. Objectif, refonder notre politique en vue d'une synthèse en octobre. Et si vous n'appartenez pas à la zone de diffusion de Nice Matin, vous pouvez retrouver cette interview exclusive de Gérard Larcher sur le site nicematin.fr. On passe en Loire-Atlantique à la une de Presse Océan. La mer est un immense vivier d'emplois. En Loire-Atlantique, les métiers liés à la mer sont un gisement de formation et d'emploi. La pêche, les chantiers navals, les énergies marines renouvelables recrutent. Au total, la filière maritime pèse 340 000 emplois directs en France. Et l'embellie se poursuit. La France est le second espace maritime mondial. La mer pèse 270 milliards d'euros. Et génère 14% du PIB français. 820 000 emplois au total sont en lien avec l'environnement maritime. Voilà, 2 jours durant, les fans de cyclisme vont se régaler. Dans l'Est.
Après un week-end inaugural en Belgique, la Grande Boucle rejoint la France aujourd'hui et fait la part belle à la région. 2 jours durant, lundi, mardi, Reims va vivre à l'heure de la Petite Reine. Lundi, les coureurs relieront Binche en Belgique à Épernay. Ils passeront par Reims, ça c'est aujourd'hui. Et puis demain, les coureurs partiront de Reims pour Nancy. Une grande fête du vélo donc pendant 2 jours où on pourra admirer le peloton dans les rues de la ville. Voilà, fans de cyclisme, à vos selfies. Merci Saveria, à tout à l'heure. Troisième partie avec l'actualité parlementaire. Dans un instant, c'est le Club de la Presse avec 2 fans de cyclisme, Jean-Louis Picot et Jean-François Beige. À tout de suite. Bonjour Jean-François Beige, vous dirigez le Courrier du Parlement. Merci d'être avec nous. On va parler de la carte postale de Nicolas Sarkozy, plus généralement des livres des anciens présidents de la République. Et puis bonjour Jean-Louis Picot. Alors vous nous amenez dans le supplément Écho, dont vous êtes le rédacteur en chef ce matin, une enquête sur ces escape games. Les entreprises en sont folles. On va d'ailleurs essayer de voir avec vous les différentes sortes d'entreprises et ce qu'elles en font. Mais c'est vraiment la tendance aujourd'hui. Et c'est dans le Parisien ce matin dans le supplément Écho. On démarre avec Nicolas Sarkozy, la carte postale de Nicolas Sarkozy. Pourquoi les anciens chefs de l'État ont-ils besoin d'écrire sur eux-mêmes, au fond, sur eux-mêmes? La première raison, c'est parce qu'ils sont un peu désœuvrés et qu'ils ont beau avoir des bureaux, ils reçoivent beaucoup de monde. Des dotations de l'État assez conséquentes. Assez importantes et surtout... Bureau, secrétariat... Et protection, puis, ça c'est ils normal. ont la possibilité d'être invités à l'étranger, de donner des conférences, mais enfin ça ne suffit pas. Et puis, ils ont quand même des choses à dire. C'est quand même intéressant d'avoir été à la tête de l'État et de raconter cette expérience. Le tout est de savoir si ils nous disent tout des coulisses de leur mandat, de ce qu'ils ont fait. C'est la question qu'on se pose en lisant notamment la dernière carte postale, le livre avant l'été de Nicolas Sarkozy, qui nous raconte des histoires assez intéressantes. Enfin, histoires, je ne dis pas ça de façon péjorative, parce il trace quelques portraits. Alors, c'est pas du La Bruyère ni du Saint-Simon, mais il y a des portraits de messieurs Fillon, de monsieur Villepin, monsieur Bayrou, qui en prend pour son grade. En fait, un peu tout le monde était égratigné. Et ça donne... On est toujours un peu méchant, et ça donne un agrément de lecture. C'est un peu plus drôle à lire que les thèses de sciences politiques. Donc ce livre est assez bien composé, surtout qu'au passage, Nicolas Sarkozy essaye de démontrer ce que le pouvoir lui a appris, et avec un grand bon sens, semble-t-il. L'expérience est venue. Il s'est assagi, Nicolas Sarkozy. Oui, je pense qu'il s'est assagi, et puis il n'a pas la même exposition qu'à l'époque, bien sûr. De par son changement de fonction, évidemment. Il dit lui-même que... il ne dit pas que la politique c'est terminé, mais il a eu une phrase, je crois, la semaine dernière, où il disait « Non, ça ne m'intéresse pas de revenir... politique active. Je ne vais pas dire aux affaires, parce que dans son cas, ça peut être embêtant. Mais en tout cas, de ne pas reprendre de responsabilité. Mais il a fini la phrase en disant si jamais on me demande et que vraiment il y a un cas de force majeure, ça ne peut pas se refuser. C'est pas exactement ça qu'il a dit, mais c'est ce que ça voulait dire en tout cas. Donc même si ça paraît aujourd'hui totalement improbable de voir Nicolas Sarkozy revenir à la tête d'un parti, encore moins du pays, mais bon, sait-on jamais. Quand on regarde les sondages, on s'aperçoit que aussi bien M. Hollande, aussi Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, mais ils sont populaires. Ils vendent beaucoup de livres lorsqu'ils en publient, mais les sondages quand même montrent bien que il n'y a pas une majorité pour réclamer leur retour au pouvoir. Il y a une frontière entre la popularité de l'ancien président... Et la curiosité, comme vous l'avez dit. Et le dégagisme en vogue, là, post-élection présidentielle, etc., ne sert pas beaucoup les anciens présidents. Ah ben non, parce qu'ils font complètement partie de cet ancien monde. Ouais. Dégagisme, d'ailleurs, j'en profite, qu'il faut modérer en ce qui concerne les municipales. Il y a eu un sondage qui est sorti ce matin dans le Parisien, disant qu'au niveau des maires, des communes, ce dégagisme ne fonctionnerait pas forcément. Non. Il y a 75% des personnes interrogées qui disent qu'elles ont confiance dans l'action des maires de leur ville. Voilà. C'est ce qu'on appelle le quotient du sortant, c'est-à-dire que les sortants partent en général avec un avantage, sauf s'ils ont eu la folie d'augmenter
augmenter les impôts, mais il n'y en a pas beaucoup qui font ce genre de folie aujourd'hui. La carte postale de Nicolas Sarkozy, c'est l'éditorial de Jean-François Beige dans le Courrier du Parlement, disponible sur le courrierduparlement.fr, je le précise. Jean-Louis Picot, le supplément éco du Parisien que vous dirigez, nous parle des escape games ce matin. Les entreprises en sont folles. Alors pour former, recruter, motiver, les sociétés ont recours à ces mises en situation, au fond, hein, c'est ça, ludiques, scénarisées parfois, qui révèlent chez les participants un esprit d'équipe, du bon sens, tout ce que les entreprises recherchent en recrutant. Alors à l'origine, ce sont des jeux, ces escape games, donc jeux d'évasion, jeux d'aventure. En 2 mots, le principe, c'est d'enfermer des gens dans une même pièce pendant un temps donné, et sur la base d'un scénario, d'une mise en scène, de leur proposer une aventure. Alors soit... Ça vient de la télévision, des jeux. Au départ, ça vient du Japon. Ça vient du Japon, et c'est arrivé en Europe il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années. Fort Boyard. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a du Fort Boyard là-dedans, c'est vrai. Et donc sauf que là, Fort Boyard, c'est des épreuves plutôt individuelles, je crois. Là, c'est vraiment la recherche d'une dynamique collective, puisque les solutions passent forcément par plusieurs personnes. Il n'y a pas de serpent, pas d'araignée. Non, je crois pas. C'est plutôt du domaine du vaisseau spatial, de l'enquête policière, de ce genre de choses. Et donc, ça permet de mettre les gens dans une situation d'équipe, avec un partage des responsabilités, avec parfois une prise de leadership, avec une gestion du temps, avec porter un projet, même s'il est réduit à 1 heure ou quelques heures. Et tout ça nous rappelle forcément beaucoup le monde de l'entreprise, ce qui fait que de nombreuses sociétés, à commencer par le CAC 40, mais aussi des PME, s'appuient sur ces escape games pour justement à la fois tester leurs équipes, développer la cohésion et pourquoi pas recruter aussi, parce qu'il y a du recrutement qui est fait. Parfois, ils sont très nombreux, 100 personnes. Jusqu'à 100 personnes, oui, tout à fait, sur un même site. Oui, le succès aidant, il a fallu renouveler la formule, l'étendre, et aujourd'hui, vous avez des échelles qui sont effectivement jusqu'à 100 personnes pour l'une des entreprises dont on parle, mais aussi des échelles plus petites et mobiles, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés d'escape games qui vont dans les entreprises avec des formats beaucoup plus petits, ce qui leur permet d'avoir de nouveaux clients et puis une organisation un petit peu moins lourde. Ce que j'allais vous dire, il y a d'autres sociétés spécialisées qui vont fabriquer, à la main de l'entreprise exactement le jeu que l'entreprise souhaite avoir pour recruter. Ça va jusque-là ? Ça va jusque-là. Ça va même jusqu'au fait de privatiser certains jeux. On a un cabinet d'audit dont on parle dans notre dossier qui a privatisé un jeu qui collait parfaitement à ces exigences justement de recrutement et qui désormais fait une marque déposée avec le jeu en question qui sert à recruter jusqu'à 400 personnes par an. Je suis frappé par, excusez-moi, l'extension de cette mode jusqu'à la défense du patrimoine. Vous n'avez plus un projet de musée aujourd'hui sans que le muséographe vous dise « Ah tiens, on va faire un escape game pour les enfants » et finalement c'est un moyen d'intéresser des gens à des visites de châteaux, de lieux sur plusieurs générations, tout à fait. Alors je reviens en parlant des catégories professionnelles. On voit à un moment donné dans cet article, il est dit que les ingénieurs, par exemple, sont vachement bons pour suivre les process. Oui, c'est vrai. Ça paraît logique, leur esprit est formé à ça. En fait, ils sont super bons dans les jeux, quoi. Oui, alors c'est intéressant parce que donc pendant que l'aventure se déroule, vous avez bien sûr dans une pièce voisine quelqu'un qui est en train de débriefer en direct ce qui se passe. Donc là, en l'occurrence, ce sont des ingénieurs de l'aéronautique, je crois. Et donc la personne dit oui, ça se voit que ce sont des ingénieurs, ils suivent les process. Il dit c'est différent des commerciaux qui, eux, ça part un peu plus dans tous les sens, ça improvise davantage, ça prend plus d'initiative. Il y a ceux qui sont très méthodiques et les autres. Et autre avantage, puisque là, l'exemple de l'aéronautique est intéressant, ça permet aussi sur des grosses boîtes de réunir des gens qui ne se voient jamais, c'est-à-dire qu'ils sont sur des sites à différents endroits en France ou ailleurs, et là sur une expérience comme ça leur permet pendant une matinée d'être ensemble et de se tester en équipe. Voilà, on n'arrête pas le progrès, bientôt des candidats mèneront l'enquête pour les administrations par exemple policières, pour recruter des policiers. Qui sait Peut-être ça existe déjà, on ne sait pas. Pour un cabinet d'audit qui organise des enquêtes. Ah oui, il y a des enquêtes policières, tout à fait. Un petit mot de l'invité de la semaine, du supplément éco, parce que ça nous fait, pour lécher les babines, comme on dit, c'est la pâtisserie qui fait rêver. C'est ce fameux couturier de la pâtisserie, on peut l'appeler comme ça, qui est Pierre Hermé.
Ouais, un très beau parcours. Il a débuté, alors il vient d'une famille de boulangers, et lui très vite c'est la pâtisserie qui l'a intéressé. Donc après il a fait un parcours, la durée, le nôtre, enfin il a vraiment, il est passé par 100 produits nouveaux par an il sort. Ouais. Bah, là aussi il y a de la recherche. Hein, quand il faut trouver les éclairs au chocolat et les multiplier. Bien sûr, des nouvelles recettes, la concurrence est très rude et quand on est une grande maison maintenant comme celle de Pierre Hermé, il faut sans cesse se renouveler, proposer des nouveaux produits, y compris à l'étranger. Puisqu'il est beaucoup à l'étranger, je crois, plus d'une quinzaine de pays. Et il a fait le Japon. son entrée dans le classement de challenge des grandes fortunes françaises. Dites-moi, il s'intéresse de plus en plus au café, toutes sortes de cafés. Ouais. Alors des cafés, alors moi je ne savais même pas que ça existait, aromatisés. C'est incroyable le succès du café. Au saké même, je crois. Peut-être pas le saké, il y a du thé au saké. Enfin, il y a toutes sortes de formules incroyables. Et le café, pourquoi ? Parce que justement, ça lui permet d'ouvrir de nouvelles enseignes dans Paris. Il y en a une nouvelle qui va ouvrir dans quelques jours, je crois, dans le 6e arrondissement. Amandes grillées, miel, huile d'argan. Ce qui permet, au-delà de la pâtisserie, de servir du café, du thé, des boissons et d'attirer là aussi une nouvelle clientèle. Merci Jean-Louis Picot. Merci à vous. Supplément écho du Parisien aujourd'hui. Donc les escape games des entreprises, très amusant le papier avec des exemples vraiment ludiques. Et puis cette interview de Pierre Hermé, le couturier de la pâtisserie, dans le supplément écho du Parisien. Et puis Jean-François Beige, c'est la carte postale de Nicolas Sarkozy et plus généralement des anciens présidents de la République qui se mettent à écrire une fois qu'ils ont quitté le pouvoir. Voilà, dans le but d'y revenir, hein, vous dites. Oui. Merci. On va regarder la météo des territoires. Il fait vraiment beau sur toute la France, un peu chaud dans le sud. Mais l'été est bien installé. On regarde ensemble, on se retrouve après. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. Voilà, on va retrouver notre invité politique dans un instant, Emmanuel Morel, député européen. Mais avant cela, un tour du côté du reste du monde, ce qui s'y passe avec en Iran une annonce du pays qui désire maintenant produire de l'uranium enrichi à un niveau prohibé par les accords de Vienne. Et puis à Hong Kong, les manifestants opposés à l'exécutif pro-Pékin qui organise un rassemblement près de la gare de Kowloon qui connecte Hong Kong à la Chine continentale. C'est tout un symbole. Enfin, à Madagascar, c'est plus joyeux, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Là-bas, c'est la joie. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. C'est une nouvelle marche franchie dans une escalade dangereuse. L'Iran l'annonce solennellement lors d'une conférence de presse. Il va reprendre dans les heures qui viennent l'enrichissement de son uranium au-delà des 3,7%. Un seuil fixé par un accord de 2015. Depuis, les États-Unis ont quitté ce groupe des 4+1, le jugeant peu fiable. Téhéran se dit prêt à discuter. Les États-Unis peuvent rejoindre les discussions que nous avons avec le groupe 4+1. Le président Rouhani est d'accord pourvu que les sanctions soient levées et que nous revenions à la situation antérieure. À Hong Kong, s'il est un endroit qu'un manifestant anti-gouvernemental souhaite éviter par-dessus tout, c'est bien ce complexe de verre et d'acier. La nouvelle gare de West Kowloon, ouverte en septembre dernier, connecte le territoire autonome au réseau ferroviaire chinois. Alors que la frontière se trouve à des kilomètres au nord, ici, les lois du continent s'appliquent, des guichets de contrôle à l'immigration jusqu'au quai en passant par les douanes. Un cheval de Troie, selon les manifestants, qui entendent bien le retourner contre Pékin.
Ici, il y a beaucoup de touristes venant du continent. Nous espérons pouvoir leur permettre de voir la forme pacifique typique des protestations à Hong Kong. Les actrices et la série scandalisent. Une ONG islamique a même saisi le Conseil national de régulation de l'audiovisuel pour dépravation des mœurs. À cause notamment de cette scène, de l'épisode 34. Marem est tendrement jetée sur le lit conjugal par son nouveau mari, elle, l'ancienne maîtresse. Promotion de l'obscénité, hurlent les conservateurs, la chaîne est mise en demeure. Mais peu importe, la série cartonne à coups de millions de vues sur les plateformes vidéo. Elle pousse même quelques groupes à organiser des soirées chaque vendredi quand le nouvel épisode sort. Comme un air de finale sur la Grande Île. Les barrières sont magnifiques, ils sont magnifiques. Vive Madagascar, quoi. On aura cette coupe, on aura cette coupe. Et ils auront vibré jusqu'au bout, les supporters malgaches. Un 8e de finale à suspense. C'est au terme des tirs au but que les Barrias sont venus à bout d'un gros morceau, la République démocratique du Congo. On mérite la victoire. Ouais, allez vos Barrias, on est super, on a bien joué, on est une équipe solide.